Salut à tous. On peut souvent lire l'histoire d'un pays à travers sa géographie. Telle frontière issue de telle victoire, telle autre de telle défaite. Aux USA comme ailleurs, les frontières sont aussi tributaires de l'histoire. Et elles ont aussi en partie été tracées autour de la question esclavagiste, si bien que les cartes américaines portent aujourd'hui encore les traces de l'histoire de l'esclavage. Je vous propose donc de découvrir cette histoire à travers, entre autres, la géographie. L'esclavage a cours en Amérique du Nord depuis la fondation des colonies britanniques au début du XVIIe siècle, et dès les premières années, des esclaves africains sont amenés pour travailler dans les plantations de tabac. Dès cette époque, les Noirs représentent aux alentours de 10% de la population et grimperont jusqu'à 20% à la veille de la Révolution, avec une forte concentration dans le Vieux Sud. L'Amérique blanche est un mythe. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots sur les cultures régionales en Amérique anglaise pour comprendre le clivage nord-sud. Historiquement, on peut diviser les colonies anglaises en deux grands blocs culturels. Au nord, on a affaire à des colonies de peuplement, économiquement basées sur un modèle agricole familial, puis, à partir du XIXe siècle, sur l'industrie. Ces colonies ont été créées par des minorités religieuses chrétiennes, fuyant les guerres et persécutions du vieux continent. La question de l'éthique chrétienne y est très forte, notamment en Nouvelle-Angleterre, bastion du puritanisme, et en Pennsylvanie. Cette région ne comporte que 2 à 3% d'esclaves. Le sud, lui, est constitué de colonies d'exploitation agricole dont les produits sont destinés à l'Angleterre, puis à l'exportation, avec des plantations demandant une importante main-d'œuvre servile. On y cultive le tabac, le riz, la canne à sucre et surtout, à partir du XIXe siècle, le coton, indispensable à l'industrie textile naissante, qui fera la richesse de la région. Les Noirs y représentent 40% de la population lors de l'indépendance et un tiers à la veille de la guerre de sécession. L'esclavage n'a donc pas la même importance au nord qu'au sud. Le nord peut très bien s'en passer alors que le sud en dépend structurellement. Dès le début des années 1700, les idées abolitionnistes voient le jour au nord et des associations sont créées dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Mais l'occasion de mettre réellement la question en débat est la guerre d'indépendance. Thomas Jefferson, le principal rédacteur de la Déclaration d'indépendance, prépare une première mouture du texte condamnant la traite humaine. Mouture rejetée par les représentants des États du Sud. Voulant préserver l'unité des ex-colonies, les abolitionnistes reculent temporairement. L'esclavage relève du choix de chaque État fédéré, et les États-Unis naissants vont donc devoir tolérer ce qu'on appelle alors par euphémisme l'institution particulière. Néanmoins, si l'abolition pure et simple n'est pas à l'ordre du jour, la cause abolitionniste triomphe dans de nombreux États du Nord qui interdisent l'institution particulière rapidement après l'indépendance, au point qu'un équilibre numérique se crée entre États libres et esclavagistes. Avec l'indépendance, la question de l'esclavage se pose aussi sous une nouvelle forme. Alors que la couronne britannique préférait la stabilité de ses frontières et avait signé des accords de non-expansion avec les Amérindiens, au grand mécontentement des colons américains, l'indépendance marque aussi le début de la conquête de l'Ouest. Tout au long du XIXe siècle, de nouvelles terres sont annexées de gré ou de force aux USA, colonisées et de nouveaux États s'y créent. Ces nouveaux États peuvent-ils autoriser ou non l'esclavage? L'autoriser ou non modifiera le rapport de force au niveau fédéral. En 1787, des ordonnances, dites du Nord-Ouest, car portant sur les nouveaux territoires de cette zone, codifient la colonisation. Elles créent notamment la notion de territoire, zone annexée aux États-Unis et directement gérée par l'État fédéral, en attendant que des États fédérés s'y créent. Elles définissent le mode d'adhésion des nouveaux territoires aux USA, et enfin abordent la question de l'esclavage, qui sera interdit au nord de la rivière Ohio. Cette méthode de législation territoire par territoire sera ensuite reprise tout au long de la conquête de l'Ouest. Les États-Unis font donc le choix d'entériner la fracture qui apparaît sur la question, maintenir le nord libre et le sud esclavagiste. Ce statu quo va durer plusieurs décennies, mais va poser encore une nouvelle question. Que faire des Noirs libres? Car si l'Amérique blanche est un mythe, l'idée de construire une Amérique blanche est ancienne. L'abolitionnisme n'est pas forcément synonyme de volonté d'égalité politique. Pour de nombreux nordistes, un Noir libre d'accord, mais un Noir citoyen, hors de question. Ainsi, l'État de l'Illinois, par exemple, interdit l'installation sur son territoire des Noirs libres. Pour résoudre la question noire, de bons citoyens, surtout esclavagistes, vont créer la Société de colonisation américaine en 1817. La société achète des terres en Afrique et fonde le Liberia, espérant y attirer les Noirs libres. Quelques milliers d'affranchis iront s'y installer, leur libération étant parfois conditionnée à cet exil. Les descendants d'affranchis vont former une élite locale et dominer la vie politique du pays pendant un siècle et demi, jusqu'à un coup d'État des autochtones. Le Liberia est d'ailleurs implanté à côté de la Sierra Leone, un territoire acheté par les Anglais pour y implanter les esclaves ayant combattu à ses côtés contre l'indépendance américaine. Pour en revenir aux États-Unis, la demande d'adhésion du Missouri, dans les années 1810 en tant qu'État dans l'Union, va faire ressurgir au niveau fédéral la question de la répartition géographique de l'esclavage. Le Missouri est alors peuplé de colons venant d'États esclavagistes voisins, et naturellement, ils veulent faire du nouvel État un État esclavagiste pour y reproduire l'économie de plantation cotonnière, qui à l'époque est extrêmement lucrative.
Le territoire du Missouri n'étant pas dans la zone d'application de l'ordonnance du Nord-Ouest, en théorie, c'est possible. Mais l'admission dans l'Union en tant qu'État esclavagiste ferait basculer l'équilibre national en faveur de ces derniers. De vifs débats ont lieu au Sénat, et on trouve finalement un compromis purement arithmétique. Le Missouri est admis comme État esclavagiste, mais dans le même temps, le Maine, qui est un État libre, est aussi incorporé. Comme ça, le rapport de force est conservé, avec 12 États de chaque côté. En parallèle, pour que la question ne se repose plus à chaque demande d'adhésion, pour limiter l'expansion de l'esclavage et qu'il ne gagne pas le Nord, on décide que les nouveaux États ne pourront être esclavagistes que s'ils se situent en dessous de la frontière sud du Missouri. Ce compromis, appelé Compromis du Missouri, adopté en MDCCC-XX 1820, sera respecté pendant 3 décennies lors de la conquête de l'Ouest. Les 30 années suivantes vont donc être calmes sur la question au niveau de la politique institutionnelle, mais la société civile, elle, va évoluer. L'anti-esclavagisme va muter, jusque-là gradualiste, voulant l'extinction progressive de l'institution particulière, notamment en interdisant l'importation d'esclaves, une partie va se radicaliser et devenir immédiatiste. Le Sud, lui, prend conscience de son particularisme et des arguments théoriques pro-esclavage vont émerger. Le principal théoricien de l'esclavage est John Calhoun, un homme politique sud-carolinien qui sera même vice-président des États-Unis. Calhoun est raciste au sens premier du terme. Il pense qu'il existe une hiérarchie des races, les blancs dominant les noirs. Le propriétaire sudiste est un aristocrate, une race supérieure qui domine les noirs, naturellement inférieurs. Dans cette logique, l'esclavage est nécessaire, mais en plus souhaitable, car il respecte cette hiérarchie des races. Calhoun a aussi théorisé la nullification, à savoir le non-respect des lois fédérales si elles nuisent aux États. À travers la nullification, c'est la question de la nature des États-Unis qui est posée. Sont-ils une fédération ou une confédération ? Les États sont-ils les sous-parties d'un tout indivisible, ou bien les briques de base de l'Union pouvant se défédérer à loisir ? Pour le Sud, les USA sont une confédération, et si le niveau fédéral ne respecte pas les particularismes locaux, les États peuvent se défédérer. Calhoun, par cette théorie, ouvre la voie à la sécession. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si pendant la guerre de sécession, les États du Sud prendront le nom de Confédération des États d'Amérique. À côté de cela, tout au long de la première moitié du XIXe siècle, le Sud durcit le contrôle des esclaves. Tout cela fait que l'esclavage n'est plus seulement un ressort économique, c'est un mode de vie qui fait la spécificité culturelle des élites du Sud. C'est le monde fantasmé d'autant en emporte le vent. D'un point de vue historique, on parle de sectionnalisme pour désigner le fossé politique et culturel de plus en plus grand entre le Nord et le Sud. Maintenant, revenons à notre géographie de l'esclavage. En 1849-1850, le compromis du Missouri va prendre quelques coups de canif à cause de la guerre d'expansion contre le Mexique. Les territoires pris aux Mexicains peuvent-ils être esclavagistes ? Le débat au Sénat donne lieu au compromis de 1850. La Californie est déclarée État libre, mais dans le Nouveau-Mexique et l'Utah, et alors que ce dernier se trouve pourtant au-dessus de la frontière sud du Missouri, c'est le principe de souveraineté populaire qui s'appliquera, les habitants devant décider eux-mêmes s'ils y tolèrent l'esclavage. Également, les esclaves en fuite peuvent désormais être arrêtés au nord, qui n'est plus un sanctuaire pour eux. En 1854, nouveau coup de canif. Des États se créent au nord-ouest, mais il reste un territoire non organisé entre eux et les États de l'Est. Pour se développer, ces États ont besoin du chemin de fer qui devrait passer par cet espace. Des sénateurs nordistes veulent donc y créer 2 États, le Nebraska et le Kansas, pour donner un statut clair à ces terres et y faire passer leur chemin de fer sans encombre. Pour cela, ils ont besoin du vote des élus du Sud et vont donc leur faire des concessions, notamment le principe de souveraineté populaire sur la question de l'esclavage pour ces 2 nouveaux États. À cause de cela, la création du Kansas déclenchera une course à la colonisation, des nordistes pro-abolition y venant en masse, espérant faire basculer l'État dans le camp des États libres une fois sa constitution rédigée. Il y aura des violences et des bourrages d'urnes, et pendant la guerre de sécession, le Kansas, très divisé politiquement, verra apparaître des guérillas paramilitaires. Et 3 ans plus tard, en 1857, le principe même du compromis du Missouri est remis en cause de façon rétroactive par la Cour suprême dans son arrêt Dred Scott. Dred Scott était un esclave vivant dans le Missouri, mais ayant suivi son propriétaire dans ses déplacements à travers le pays. Ayant donc résidé dans des États interdisant l'esclavage, Scott demandait à être reconnu comme libre. Le procès va arriver jusqu'à la Cour suprême, qui va dire plusieurs choses. Un noir esclave ne devient pas libre en vivant dans un État non esclavagiste. Même libre, un noir n'est pas citoyen des États-Unis, donc ne peut pas saisir la justice. Et surtout, la Cour va plus loin que la question posée et déclare le compromis du Missouri inconstitutionnel, estimant que l'État fédéral n'avait pas à interdire l'esclavage dans certains États fédérés, car l'esclave est une propriété et que le droit de propriété est garanti par le 5e amendement. Précisons que la Cour suprême est constituée de 9 juges, et au moment de statuer sur l'affaire Dred Scott, elle est constituée de 5 sudistes et 4 nordistes. Cet arrêté a été approuvé à 7 contre 2, signe que même au nord, la question fait débat.
Cet arrêt est le coup fatal porté au compromis du Missouri. Il n'y a plus de limite géographique théorique à l'expansion de l'esclavage, dont l'adoption ou le refus repose uniquement sur la seule volonté des États fédérés. À la veille de la guerre de sécession, toutes les barrières institutionnelles construites par les abolitionnistes pour tenter d'endiguer l'esclavage, à défaut de pouvoir l'abolir, ont cédé même si les États libres sont majoritaires. Les tensions entre pro et anti-esclavage vont atteindre leur paroxysme en 1860 lors de la présidentielle. Très disputée, puisque 4 candidats s'affrontent alors, c'est un peu par hasard que Lincoln, le candidat du jeune parti républicain anti-esclavagiste, l'emporte. Élection qui débouchera sur la sécession du Sud, et sans la guerre civile qui en découla, il est probable que l'institution particulière aurait encore perduré de nombreuses décennies, voire se serait étendue. En tout cas, voilà pour l'histoire de l'esclavage aux États-Unis. J'espère que cette vidéo parfois un petit peu dessous des cartes vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Moi je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine!